Général des armées, Bello des Minières, bonjour. Mon général, merci beaucoup si j'ose dire, de vous prêter à l'exercice de venir parler à une communauté, une population civile à laquelle vous êtes peut-être peu ou moins confronté de par vos attributions. C'est pour nous non seulement un plaisir, mais également un honneur. Un plaisir et un intérêt, puisque comme nous n'avons pu en échanger en aparté, nous avons eu par le passé le plaisir et la joie d'avoir plusieurs de vos camarades. L'amiral Finaz, alors directeur des écoles, le général Blachon, alors patron des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, et nous sommes aujourd'hui très heureux de vous accueillir. Très heureux également à titre personnel, puisque, et vous n'en prendrez pas ombrage parce que j'ai pu l'évoquer en amont, vous me faites penser à ma grand-mère, et je l'expliquerai pourquoi. Ça, c'est du teasing. Et vous verrez que la chute est belle. Et donc, ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde de pouvoir me faire penser à ma grand-mère Gabrielle. L'intérêt et la pertinence pour nous, évidemment, de vous avoir avec nous aujourd'hui, elle repose notamment dans l'image qu'on peut avoir des armées, peut-être dans la Légion étrangère en particulier. Si tant est, il y a encore qu'il faille faire des différences au sein de cette noble institution. L'image que beaucoup d'entre nous avons probablement de l'armée et peut-être de la Légion, c'est effectivement cette notion d'engagement. Nous avons parlé ce matin de cette notion de se mettre à hauteur d'homme, de se rendre accessible et d'être accessible, de faire en sorte effectivement également que les hommes qui nous sont confiés puissent avoir confiance dans l'autorité, la question du leadership. Et en cela, il nous semblait que la Légion avait peut-être cette vertu, peut-être ce modèle d'avoir un corps dans lequel justement les différents corps issus de plus de 150 nationalités ne fassent qu'une derrière une mission, et pour tout cela, merci. Et quant à ma grand-mère, pour que vous ayez la chute, il y a peut-être 35 années, j'étais encore plus petit, à Aix-en-Provence, rue Émeric David, ma grand-mère vient me chercher en me disant « Marie-Louis, il faut que tu vois quelque chose à la télé ». Ce qui, autant dire, dans notre maison arrivait très rarement, puisque la télévision était quelque chose réservé uniquement aux grands. Et grand-mère m'a demandé, ou plutôt m'a proposé, invité à regarder effectivement un reportage. Et ce reportage, je vous l'évoquais tout à l'heure avec votre camarade, c'était effectivement le sergent Lopez. Et qui, à travers ce reportage, était l'incarnation, aux yeux de ma grand-mère, elle est devenue à ce moment-là, effectivement, d'un homme qui acceptait de tout remettre entre les mains de ses chefs au service de la France. Et donc, pour tout ça, merci. Et donc, soyez remerciés de ce que peut être l'exemple de la Légion pour nous, et à travers vous, que votre famille militaire le soit également. Je ne serai pas plus long, et merci encore. Merci infiniment pour cette introduction. Pour la petite histoire, j'ai commencé, moi, la Légion étrangère avec le sergent qui s'appelait Lézard à l'époque, et qui était sous-officier adjoint dans la section voisine de la mienne, et un garçon pour lequel j'avais une certaine admiration. Donc on était en 1988, et on était en pleine guerre froide face aux gens d'en face, et les gens d'en face étaient russes. Pardon, ils étaient d'Union soviétique. Les Ukrainiens étaient du côté des Russes à l'époque, et Lopez, Lézard, à l'époque incarnait ce petit Espagnol de Galice qui, après avoir été travaillé dans les mines de son pays, était parti par idéologie chez les Russes avant d'en revenir et de servir à la Légion étrangère. Alors on connaît son parcours après parce qu'il a souvent été mis en valeur par quelques émissions de télévision. C'est devenu, après son passage à Calvi au 2e régiment étranger de parachutistes, Monsieur Forêt en Guyane. Et c'est un de nos sous-officiers tout à fait emblématique de ce que nous étions capables d'arriver à faire. Et c'est lui qui tenait, qui animait, qui organisait, qui formait au centre d'entraînement aux forêts équatoriales l'ensemble du personnel qui passait. Alors il était militaire souvent, parfois jeunes officiers en formation, puisque nous y étions passés en autre temps. Il était aussi étranger. Et alors il parlait avec cet accent inimitable, à la Lopez ou à la Lézard, comme vous voulez, et avec une façon de dire les choses dans un langage particulièrement court et particulièrement simple. Quelques années plus tard, il devait devenir un des chefs de section, en fait, du chef d'état-major des armées actuelles. Vous voyez comme quoi il y a des destins qui se partagent et qui sont toujours amusants, mais les clins d'œil de l'histoire à la Légion étrangère, dans les armées ou d'une façon générale, dans le service de notre pays, sont toujours extraordinaires, à partager en particulier quand on est à l'étranger. Voilà, je ne sais pas si c'est l'origine des réclamations qui pourraient être faites, parce que, en général, les gens avec lesquels on travaille font peu de réclamations, en tout cas ceux qui sont en face.
ou quand la réclamation est faite, parfois on finit par quelques invasions. L'histoire de notre pays en est pleine, et là, il est difficile de transformer le pépin en pépite. Enfin, vous ferez ce que vous voulez. Donc engagez-vous, qui disait, c'est ce que vous aviez écrit au départ, et on s'est dit avec le colonel Vidal qui est ici qu'il fallait peut-être mieux parler des valeurs et des vertus du soldat. Donc je reconnais que c'est un réel plaisir d'intervenir d'abord devant vous et devant une assemblée fournie et nombreuse, et je comprends qu'il y en a autant à la télé, alors là j'aurais dû prévenir ma grand-mère. Et qui représente des entreprises de toute taille qui opèrent dans tous les secteurs de l'économie française, qui, vu de nous, et vu des différents postes que j'ai pu occuper ces derniers temps, représentent quelque part les forces vives de la nation. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je conclurai par là tout à l'heure, c'est qu'il est difficile pour les armées d'être complètement décalés de la société civile dont ils sont issus, et vous n'imaginez pas à quel point la force que vous représentez est essentielle pour motiver les armées dans leur mission particulière. Donc l'objet de mon propos sera un peu de vous livrer un témoignage, celui plutôt d'un vieux soldat, je reconnais, qui arrive au crépuscule de sa vie militaire quand vous étiez ce jeune enfant dans les rues d'Aix-en-Provence ou dans cet appartement cossu d'Aix-en-Provence. C'était moi, ce jeune lieutenant, déambulant sans képi dans les rues de Calvi, pour ne pas faire de contrepétrie idiote, mais qui ne rêvait que play boss et vie à l'extérieur. Donc l'idée, c'est peut-être de partager les bonnes pratiques ou les convergences possibles, même si, je l'ai dit tout à l'heure, nos clients sont parfois de nature un peu différente des vôtres, et si le pépin de la réclamation n'est pas exactement une situation habituelle nous concernant, en tout cas on évite, avec nos adversaires, de faire autre chose que de les traiter à un juste niveau, et on est particulièrement en revanche attentif aux personnes avec lesquelles nous travaillons. Une armée, c'est un ensemble de soldats. Un soldat a une solde, c'est ce qui lui permet de manger et de vivre, mais une armée sans soldats, c'est une armée qui ne fonctionne pas. C'est ainsi, vous vous souvenez, que s'est achevée l'insurrection de la duchesse de Berry en 1832, puisqu'on est au mois de février, c'est la période. On peut y aller. Je vais tenter de prendre un peu de recul et vous faire part de ma vision, un peu vue de Sirius, après presque 40 ans passés dans les armées, dont 11 au contact d'une troupe particulière qui est le 2e régiment étranger de parachutistes, ou une quinzaine d'années que j'ai réalisé dans les troupes aéroportées. C'est sans doute mon expérience à la Légion étrangère et à Calvi en particulier qui m'a le plus marqué et dans lequel je vais essayer de vous livrer quelques éléments. Elle me place dans une position malgré tout assez modeste, en tout cas assez inhabituelle pour nous. Vous avez compris que la façon de donner des ordres ressemble souvent plus à du monologue qu'à un dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ses subordonnés. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec eux. Mais il y a un moment où vous donnez des ordres. Vous dites, j'ai bien entendu ce que tu me disais, mon jeune ami, et c'est la raison pour laquelle nous allons faire comme ça. Et vous comprenez que dans ce sujet de réflexion un peu transverse, les conclusions qui s'impliquent à tout ceci posent la question de savoir comment susciter l'adhésion d'une communauté humaine, qu'elle soit militaire ou pas, impératif que nous partageons tous et à mon avis qui conditionne le bon fonctionnement de nos systèmes d'hommes. Quoi qu'on en pense, notre société est d'abord un système d'hommes. Les entrepreneurs que vous êtes dans vos secteurs respectifs et travaillant pour vos clients ou les militaires que nous sommes pour nos subordonnés, comme pour nos chefs d'ailleurs, et avec lesquels nous engageons en vue d'une certaine efficacité au combat et du service des armes de la France. Le questionnement, à mon sens, est des plus simples et ouvre la réflexion sur la complexité des ressorts humains qui façonnent nos organisations, si tant est qu'elles soient commandées, dirigées, qu'elles suscitent l'adhésion et non la contrainte. Et les questions peuvent paraître assez élémentaires. Comment suscite-t-on cette adhésion ? Comment structure-t-on cette communauté humaine autour de valeurs cardinales pour être à la hauteur des enjeux de nos secteurs respectifs ? Et enfin, comment se faire obéir, et en particulier se faire obéir d'amitié, pour reprendre une expression du général de Lestrin que j'aime bien, même si elle peut générer elle-même une certaine ambiguïté parfois. Alors, c'est un peu la base de mon propos, et vous avez ici une photo du poste de commandement de Calvi, et derrière vous avez le Monte Grosso. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce modèle particulier de la Légion étrangère réussit, à mon sens, cette prouesse unique au monde, vous savez que d'autres pays l'ont essayé parfois, on pourrait y revenir, de constituer un corps soudé au combat sur la base d'individus, de nationalités, 185 aujourd'hui, me disait le général Lardet, de religions, de cultures et de langues différentes,
et tout ceci autour de valeurs cardinales qui sont intégrées par sa devise, honneur et fidélité, et par un style de commandement issu d'un style très français, d'autres auraient dit d'un génie français. C'est élégant. Alors, permettez-moi de commencer par un premier groupe qui caractérise tout ceci, qui est un ensemble de valeurs, qui pour moi sont au nombre de 3, la notion de mission, la rigueur dans leur exécution, et puis le culte du souvenir. Au-delà en fait de la forme de tout effort esthétique qui ne tient pas au feu, qui ne tient pas ni au choc du feu ni à la réalité des combats, l'adhésion des hommes ou des femmes ne se décrète pas, mais elle naît de la confiance inébranlable dans le collectif, structuré autour de valeurs. Vous me direz, c'est un truisme. Mais la première valeur qui fonde cet esprit de corps, c'est donc le culte de la mission. Et vous regarderez bien ce qui est de plus singulier dans les armées. Certes, au-delà de son statut, au-delà de la façon dont elle fonctionne, etc., c'est une organisation en vue de la mission. Et elle se heurte parfois à une certaine logique que vous côtoyez au quotidien, qui est une logique d'analyse par partie. Je veux savoir si mon argent est bien engagé, je veux savoir si ma RH est bien faite, L'objectif est de savoir quelle est la meilleure façon de remplir une mission, quitte à désoptimiser d'autres points par partie. Dans ce culte de la mission, à la Légion étrangère, comme dans toutes les subdivisions d'armes, il est bien souvent symbolisé d'abord par un combat, souvent sacrificiel, mais toujours fondateur. À la Légion étrangère, vous le connaissez, c'est Cameron, le 30 avril. Dans les troupes de marine, c'est Bazeille, le 31 août. Et chez les chasseurs à pied, c'est Sidi Ibrahim, Olivier aidez-moi, quelque part dans l'année. En fait, autour de ces défaites tactiques, ou de ces revers tactiques, on est en train de parler de victoires stratégiques, qui sont toujours un épiphénomène du moment, mais qui sont devenus les symboles de l'héroïsme du soldat français, prêt à se sacrifier pour une cause qu'il dépasse, la mission. À une condition, c'est de porter la mission à son juste niveau. Le culte de la mission, les Anglais vous disent « dedication », qui n'a pas véritablement de traduction, même s'il renvoie à l'idée de se dédier véritablement au quotidien, dans les tâches, même si là encore je n'aime pas beaucoup le terme de tâche, à l'accomplissement rigoureux et total de tout ce qui lui est confié, qu'elle soit ingrate ou glorieuse, avec la même abnégation. Pour le légionnaire, l'objectif, c'est le succès des armes de la France. Et d'ailleurs, quand on prend un commandement, vous le prenez pour le succès des armes de la France. Un de nos anciens chefs d'état-major de l'armée de terre disait toujours, quand on choisit ce métier, on ne choisit pas ses missions. Et à la Légion étrangère, on rajoute souvent, et en plus, dans les missions, il n'y a pas de petites missions. Le code légionnaire précise en outre une chose essentielle. Ta mission est sacrée. Tu l'exécutes jusqu'au bout, et si besoin, au péril de ta vie. Le cadre est tracé. Et c'est ce qui porte l'idée de la mission à un niveau supérieur au reste de ce qui peut être organisé. Et c'est parce qu'il y a une finalité commune, il y a un attachement à cette finalité commune, qu'on amène les personnes que l'on commande à servir la même ambition. Il en va donc, in fine, du succès des armes de la France et de la survie de la nation dans les cas les plus extrêmes. C'est exactement la même logique. C'est ce qui explique qu'en juin 40, les combats se font à mort. C'est ce qui explique qu'en Indochine et Dien Bien Phu, les combats se font à mort. C'est ce qui explique que l'incompréhension parfois de l'homme qui agit et qui exécute, qui se rebelle contre une autorité qui donne l'impression de ne pas tenir compte de l'engagement qui était le leur sur la parole qu'ils avaient donnée. Ceci donc suppose d'assumer pour soi, comme pour les membres du groupe, toutes les conséquences des ordres reçus, avec discipline, confiance mutuelle et en particulier vis-à-vis de ses chefs. Au travers de cet esprit de corps, de ce culte de la mission, de cette interdépendance librement consentie, les soldats sont les membres différenciés d'un même corps qui est soudé par une communauté de mission et de destinée. Cette communauté, elle, comme dans toutes les communautés, ne vaudra que par la force du maillon le plus faible. Ceci oblige ainsi le groupe, et en particulier le chef, à tirer tout le monde vers le haut, et en particulier le plus faible. Pour cela, il faut donc un certain nombre de leviers forts. Le culte de la mission en est certainement le premier d'entre eux. C'est celui qui donne un sens à tout ceci. Il marque en outre la singularité de notre vocation, celle de porter la force ultime de la nation, quelle qu'en soit la situation.
Pour les étrangers qui servent à la Légion étrangère, c'est un peu différent. Dans le régime général, sur nos emblèmes sont inscrits honneur et patrie. À la Légion étrangère sont inscrits honneur et fidélité. Fidélité à la parole donnée, fidélité au groupe, fidélité au chef, fidélité à la France, terre d'accueil, mais qui reste bien dans l'esprit de chacun et dans l'imaginaire du légionnaire, ce qui est sans doute le plus lointain, le plus théorique et le moins charnel. Ce culte de la mission est certainement la première valeur qui fonde en fait la clé de voûte de l'ensemble de l'engagement. La deuxième idée, qui fonde l'esprit de corps et qui marque la qualité d'unité, c'est la rigueur dans l'exécution. Alors là, facile. Car aujourd'hui, c'est hyper à la mode. Comme je l'ai évoqué juste avant, il n'y a pas de petite mission. J'adore quand on est dans le royaume de l'à peu près. Et c'est là où se pose en fait ce principe même de rigueur dans l'exécution. L'idée fondamentale, c'est d'assurer une exécution rigoureuse des actes quotidiens. Ils sont nombreux quand on est soldat. Ils sont nombreux, quel que soit le métier qui est le nôtre. Ça va de l'entraînement, de l'entretien du matériel, de la ponctualité, de la tenue, de ce qu'on veut. L'idée, c'est de préparer à l'épreuve collective ultime. C'est pour cela que les choses simples, en principe, doivent être réalisées avec la plus grande rigueur. Il est difficile de mesurer, dès le temps de paix, la valeur d'une troupe lorsqu'elle s'engage au combat, même si vous vous rendez compte qu'il se base sur un enchevêtrement de choses simples. Vous le savez, Napoléon disait au combat, tout est d'exécution. Et rien n'est faux dans ce qui est dit, mais c'est cet enchaînement d'événements qui permet d'assurer la cohérence de la mission. Les armées et l'armée de terre sont dotées des tas d'outils d'évaluation qui permettent de mesurer le niveau de la préparation opérationnelle, qu'elle soit collective ou individuelle, pour une unité. Je pense que ces choses sont indispensables, elles sont utiles. Elles sont certainement la condition nécessaire de la réflexion, elles sont rarement la condition suffisante. Je crois pour ma part qu'on a rarement l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression. Ça peut paraître un truisme, là encore, mais vous vous rendez compte que la solidité d'une troupe peut souvent s'apprécier, se mesurer en vérité à l'allure de cette troupe. L'intuition des vieux soldats, sans doute, la recherche d'authenticité, la simplicité, cette espèce de rigoureuse décontraction dans l'allure et la présentation prime souvent. Rigueur dans la tenue, prestance dans un défilé ou un piquet d'honneur, netteté du casernement, entretien méticuleux de l'armement, comme à Soissons d'ailleurs, souvenez-vous. Clovis règle ses comptes l'année suivante de la mémoire, vis-à-vis du soldat qui avait fendu son vase, et il prétexte le non-entretien de ses armes. Cet ensemble du quotidien montre la solidité de la préparation, la solidité de la volonté de s'engager, la solidité de l'aptitude à s'engager sans délai et sans répit. Si cela peut toujours paraître un peu caricatural, force est de constater qu'une troupe qui défile et chante bien est généralement une troupe solide. C'est d'ailleurs ce que rappellent souvent les chants militaires. Vous les connaissez, nous sommes les hommes des troupes d'assaut, soldats de la vieille Légion, demain brandissant nos drapeaux, en vainqueurs nous défilerons. Si un jour vous voyez le 2e régiment étranger de parachutistes défiler, c'est le chant sur lequel il défile. La 13e de brigade de Légion étrangère, elle défile sur un autre chant qui rappelle la même logique. Vive la Légion étrangère, et quand défile les képis blancs, si leur allure n'est pas légère, ils portent tous tête haute et fière. Et s'élançant dans la fournaise, le cœur joyeux, jamais tremblant, au son de notre Marseillaise, ça veut combattre les képis blancs. Et en fait, vous avez ce fond d'une troupe qui se présente de manière nette, de manière sûre, qui fonde une préparation, une solidité que l'on n'imagine pas. Ces petites choses du quotidien, elles existent dans les armées, je suis sûr qu'elles existent chez vous. Il existe pour moi un lien réel entre la rigueur au quotidien, dans les plus petites choses, et dans l'entraînement le plus exigeant, et la valeur d'une troupe au combat. Soyez solide dans les petites choses, il vous en sera confié de plus grandes. Ce qui ne veut pas dire qu'il suffit de bien défiler et de bien chanter pour être solide au combat. C'est pas ce que je dis. Il faut d'abord et beaucoup travailler, travailler, travailler et encore travailler, s'entraîner sans relâche et jusqu'à l'automatisme.
C'est cet entraînement qui est source de confiance, parce que c'est ainsi qu'on connaît la valeur de l'autre, que l'on est prêt à lui confier sa propre vie. Mais c'est cet entraînement qui donne cette assurance qui donne cette décontraction solide, qui garantit la qualité d'une troupe au feu. L'entraînement permet donc, lui, de renforcer l'esprit de corps que j'évoquais tout à l'heure. C'est un tout, et c'est ce que démontre notre histoire militaire. Gardons en souvenir, là vous avez le capitaine Launay qui défile devant la 2e compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes. Donc voilà, c'est une des compagnies qui va sauter à Tombouctou en 2013. Cet exemple, gardons en souvenir ces images que vous avez toutes vues parcourir dans les livres d'histoire militaire, où les légionnaires montent à l'assaut désespéré des positions du Viet Minh en chantant contre les Viet dans la cuvette de Dien Bien Phu, imité d'ailleurs par les parachutistes du bataillon vietnamien, de volontaires vietnamiens de l'armée française qui montait lui à l'assaut au même moment de manière tout aussi désespérée en chantant la Marseillaise. Vous voyez derrière le symbole, l'idée de remplir cette mission à tout prix, de s'y être préparé de manière rigoureuse et de s'engager corps et âme. Et cet exemple me conduit assez naturellement à évoquer le 3e ressort constitutif de l'esprit de corps et ciment de l'adhésion à une communauté humaine. Il s'agit du culte du souvenir et du respect de ceux qui nous ont précédés, ces anciens, avec un A majuscule, dont les figures tutélaires servent à forger les communautés et à garantir l'adhésion. Sur la place d'armes du camp Rafali, celui dont on voyait la photo tout à l'heure, à Calvi, juste devant le poste de commandement, se trouve le monument aux morts des légionnaires parachutistes, qui a été ramené de Sétif en 1967. Lors de la revue des troupes, l'autorité militaire s'arrête devant ce monument, le salue avec respect. Sur ce monument sont inscrits 2 mots, More Majorum, 2 mots latins, 2 mots des légions romaines de l'Antiquité, qui dit simplement à la manière de nos anciens, et de part et d'autre de cette inscription, 2 ailes qui mènent à la victoire. Toute communauté humaine, militaire en particulier, mais pas seulement, comme c'est sûrement donc le cas dans chacune de vos entreprises, appuie sa cohésion sur le culte de ses anciens, de leurs exploits, de leurs réussites, de leurs sacrifices. Ce que nous appelons, nous, les pères fondateurs, et que vous allez trouver dans toutes les grandes maisons, mais aussi dans toutes ces petites maisons qui font le tissu économique et social français. À Calvi, vous les connaissez ou vous en avez entendu parler. Il s'appelle Morin, il s'appelle Rafali, il s'appelle Secrétin, il s'appelle Jean-Pierre, il s'appelle Samar, il s'appelle Cabiro. Peu importe. Ces figures tutélaires, ces anciens, c'est eux qui ont donné ce style. C'est le cas pour nous de tous nos régiments. Je pense que c'est le cas de vos maisons, où ces capitaines d'industrie restent les exemples emblématiques qui fondent à leur façon le style de la communauté qu'ils dirigent. Ces anciens sont donc présents partout. À Calvi, comme dans nombre de régiments, ils arrivent en chantant sur la place d'armes. Et lors de nos fêtes tutélaires, ils prennent place parmi les troupes de jeunes, suscitant respect et, je pense, admiration mutuelle. Je n'ai été que d'un côté de la barrière pour l'instant. L'échéance se rapproche. Valoriser ces anciens dans la perspective du combat, c'est accepter. Se forcer même à se montrer digne d'eux, pour ne pas les décevoir, la volonté d'être à la hauteur de ceux qui nous ont précédés, qui reste, à mon sens, un puissant ressort de la cohésion et de l'esprit de corps. C'est toute l'importance des traditions au sein de l'armée française, des combats fondateurs, comme que j'évoquais tout à l'heure. Ainsi, sur tous les drapeaux de la Légion étrangère, on retrouve comme seule bataille inscrite au départ Cameron. Respect pour les anciens, filiation revendiquée, engagement à l'acceptation du sacrifice par honneur et fidélité. Voilà ce qui fonde les valeurs de l'ensemble de nos armées. Culte de la mission, rigueur dans l'exécution, culte du souvenir et des anciens, tels sont, à mon sens, les puissants leviers qui fondent cet esprit de corps et qui peuvent être aisément replacés, transposés dans le monde de l'entreprise. En tout cas, ce sont les 3 pieds sur lesquels s'appuie la Légion étrangère pour façonner une troupe d'excellence. Pourtant, si vous regardez bien, cela ne suffit pas totalement. Il a fallu y ajouter, j'en suis désolé, le terme est un peu prétentieux, le génie du commandement à la française. Car la Légion étrangère est une troupe de soldats étrangers, commandée par des officiers français, où chacun a sa place, facile, chacun a l'espoir de progresser pour servir à son juste niveau,
en fonction de ses capacités et de sa volonté propre. Le légionnaire Lézard, qui est devenu le sergent Lopez, puis l'adjudant-chef Lopez, responsable d'un centre d'entraînement en Guyane, est un homme qui est allé au bout de ce qu'il pouvait faire en termes de responsabilité à la Légion étrangère. Le légionnaire dans la Légion espagnole Dupont, qui ne pourra jamais être autre chose qu'un militaire du rang au grade de caporal dans la Légion étrangère espagnole, finira par faire du mauvais esprit parce qu'il s'ennuie et qu'il n'est pas employé au juste niveau. La Légion étrangère espagnole, copiée dans son fonctionnement initial, d'abord sous Louis-Philippe, puis un peu plus tard, à la fin de la période d'Alphonse XIII, n'a jamais accepté qu'un étranger au service de l'Espagne serve comme cadre, sous-officier ou officier. Partant de là, elle a fini par réorganiser son dispositif sur une légion étrangère qui recevait et qui recrutait des étrangers hispanophones qui, eux, avaient la capacité à rentrer et à servir à tous les niveaux de la hiérarchie militaire. Parmi mes jeunes légionnaires, j'ai un garçon qui s'appelle Solveig Perret, qui, comme chef de corps, comme colonel, j'ai pu orienter, et en lui disant, toi, passe ce concours d'officier, le MIA, passe ce concours, on t'y aidera, on pense que tu en as la capacité. Concours qu'il a réussi, il est devenu officier, il est revenu servir à Calvi, où il a commandé une compagnie dans laquelle il avait été légionnaire. Quittant cette compagnie, les mêmes lui ont dit « Continue à travailler, prépare l'école de guerre, qu'il vient de réussir ». Donc il est passé commandant, il fait partie des gens sur lesquels la Légion étrangère comptera pour encadrer les régiments de Légion. Solveig Perret, avec une grande ascendance scandinave, est d'abord quelqu'un qui s'engageait sous le képi blanc. On parlait du jeune Lopez. Quand nous partions en Guyane à l'époque, le régiment était commandé par un colonel qui s'appelait Tresti. Tresti était italien, s'était engagé à la fin de l'Algérie, a fini général. L'important n'est pas que les uns et les autres finissent tous généraux. L'important est que tous aient la capacité de servir à leur meilleur niveau pour être capables d'être considérés comme employables véritablement au service de la cause qu'ils ont choisie. Une fois qu'on quitte ces valeurs, on arrive aux vertus. Elles sont elles aussi au nombre de 4, de manière assez simple: exemplarité, compétence, courage, souci des hommes. Rien de nouveau de votre côté, rien de nouveau du nôtre. L'idée est peut-être de les évoquer en regardant du côté du chef militaire qui, au-delà du puissant ressort d'adhésion des soldats à une communauté concrète, concrétise à mon sens ce que nous pourrions appeler notre système d'hommes, ou pour être plus complet, d'hommes et de femmes. Voilà. J'écris homme avec un grand H, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Un système humain, charnel. Il revient au chef d'œuvrer à l'esprit de corps et d'emporter l'adhésion individuelle de chacune des personnes qui lui sont confiées. Il n'existe pour ça, à mon sens, que la méthode que le commandant de Saint-Marc exposait dans son ouvrage, dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle « Les Sentinelles du soir ». Un chapitre sous forme de lettre est adressé à un capitaine qui va prendre une unité élémentaire à la Légion étrangère, une compagnie, le commandement de 150 personnes à la Légion étrangère. Il disait de manière assez simple, le chef doit être exemplaire, compétent, courageux, et avoir le souci de ses hommes. Ce sont pour moi les 4 vertus qu'il convient d'explorer. La première, c'est donc l'exemplarité. Facile. Indispensable à la Légion étrangère, bien sûr, mais également partout ailleurs. Il n'est de pire chef que celui qui suit l'adage « Faites ce que je vous dis, surtout pas ce que je fais ». Celui-là, dans l'armée comme dans le civil, je pense, a bien peu de chances de réussir. Ne galvaudons pas les choses. Ça ne veut pas dire qu'au titre « Faites ce que je dis » ne veut pas dire qu'on doit faire exactement tout ce que fait l'ensemble de la voltige et des gens qui nous sont subordonnés. Il y a tout un discernement et une mesure à trouver. On trouvera un lieutenant-colonel Jean-Pierre, héros légendaire qui commandait le premier REP en Algérie, qui a été tué au combat à la tête de son régiment, qui, lui, avait coutume de dire à la Légion étrangère, c'est pas très compliqué de commander. Il suffit de dire, faites comme moi. Cette phrase qui peut paraître un peu en apparence légère, qu'on retrouve chez les Américains, où les fantassins ont toujours cette même expression qui est folomie, elle s'appuie en fait sur une exigence individuelle qui reste exceptionnelle. La moindre faiblesse personnelle est interdite à celui qui s'impose une telle règle de vie.
Et la phrase particulièrement bien, qui reste néanmoins particulièrement bien adaptée à la Légion étrangère, où le commandement se fait par l'exemple. Il se fait par l'exemple parce qu'il s'adresse à tous, et en particulier à un monde non francophone. Il se fait aussi bien souvent à l'imitation, là où la barrière de la langue étant toujours plus ou moins présente, cette méthode reste une méthode qui pour nous est privilégiée. Il faut donc appliquer cette méthode démonstrative qui, à mon sens, est plus que jamais efficace au combat, surtout lorsque le doute s'installe et qu'il s'agit de monter à l'assaut. La place du chef est là, devant, quand les choses faceillent. Souvenons-nous de nos anciens qui sortaient des tranchées. Ils le faisaient en suivant leur chef, qui était au premier rang. Vous avez sans doute tous en tête cette photo célèbre du colonel Desgrais-du-Loup qui sort de la tranchée dans les combats de Champagne en 1915 à la tête de son régiment, le 65e RI, et qui part avec son drapeau et qui sera tué quelques instants plus tard. Ceci peut paraître toujours grandiloquent, ceci peut paraître toujours vain, et c'est pourtant, lorsque le doute s'installe, la seule façon d'agir. Aujourd'hui, tous les chefs militaires ont été à nouveau engagés ou réengagés en opération. Je ne connais pas d'exemple de chef qui ait duré vaillamment au feu sans avoir eu le souci à un moment de payer de leur personne ce besoin de rester à la tête de ses troupes et d'emporter tout le monde vers l'avant. Alors derrière cette première vertu, il y en a une deuxième, qui est celui que pour commander, il faut simplement être compétent. Napoléon disait « Il n'existe pas de pire métier que de faire celui que l'on ne connaît pas ». Foch disait, lui, et j'aime beaucoup cette citation, « À la guerre, les choses les plus simples sont les plus difficiles. Dès lors, pour y pouvoir un peu, il faut savoir beaucoup et bien. » C'est cette sédimentation qui permet peu à peu de donner aux chefs militaires le recul et la compétence nécessaires. Alors, j'étais il y a encore une dizaine de jours à Saint-Mexan, qui est l'école de formation de nos sous-officiers, où dans quelques débats qu'on a pu partager à Couette, on s'aperçoit que la compétence s'acquiert en école, en stage, dans ce type de formation de partage et de colloque. Et on n'est d'ailleurs jamais aussi compétent que quand on sort de ces écoles ou de ces stages. Puis cette compétence a toujours tendance à s'éroder un peu, ou cette précision. Et progressivement, elle est partiellement remplacée par l'expérience. Pourtant, le vieil adage chinois, dit-on, je ne suis pas sûr de mes sources, que l'expérience est comme une lanterne accrochée dans le dos et qui ne sert qu'à éclairer le chemin parcouru. C'est pourquoi la formation, la mise en formation continue, l'entraînement, le drill, la répétition, jusqu'à ce que tous ces gestes simples deviennent réflexes, est de la plus grande importance. Et pourtant, il faut entretenir en permanence et essayer d'améliorer ses compétences plutôt que de faire confiance à son expérience ou de se reposer sur elle, qui est une façon de céder à la facilité, au principe du « au fait ». On a toujours fait comme ça. Et qui généralement conduit aux plus beaux échecs individuels et collectifs. L'histoire de France en est pavée, l'histoire de l'armée française en est pavée. Et c'est face à cette exigence de facilité qu'il faut toujours rester prudent pour ne pas tomber du côté général où l'on penche. On a parlé de compétences. La troisième vertu cardinale, c'est le courage. Le courage au combat, bien sûr, c'est presque le plus facile. Le maréchal Juin disait « Le devoir est infiniment plus simple dans la tourmente ». Mais aussi et surtout, le courage du temps de paix, le courage intellectuel. Le courage qui nous oblige, qui oblige à s'exposer de manière différente et qui est par nature très souvent le courage du chef. Bien souvent, par manque de courage, par peur de commander, de trancher dans le vif, on se contente d'à peu près. Avoir du courage, c'est faire, quand la situation l'exige, les choix nécessaires, parfois radicaux, décisifs en tout cas, même s'ils se heurtent à la désapprobation. Avoir le courage de commander, c'est avoir le courage d'être exigeant et de ne pas se contenter de la médiocrité. Médiocrité qui est inacceptable dès le temps de paix, car seule, à mon sens, l'excellence conduit à la victoire. Alors vous le savez, dans ce courage, on se heurte à son cousin, qui s'appelle l'aquabonite. Vous savez, à quoi bon ? À quoi bon ? Quoi bon ? Et vous vous rendez compte qu'en fait, cette vertu de courage est intimement liée aux piliers qui font l'esprit de corps
et en particulier la rigueur dans l'exécution de toutes les missions. Le courage intellectuel s'acquiert avec le temps. Il ne veut pas dire obstination. Et c'est bien toute la mesure qu'il faut trouver. Il est rare de voir un tout jeune officier sortant d'école, même s'il appuie son commandement sur les compétences acquises, avoir un courage qui le rend capable de s'affronter à des subordonnés anciens. Tous, nous l'avons vécu. Arrivant jeune lieutenant, Pedro Lézard n'était pas toujours un garçon facile. Le mien s'appelait Pierre Jousse. On garde des liens tout à fait serrés. Vous avez des personnalités qui elles-mêmes se sont forgées par des années d'expérience. Et il faut, lorsque nous arrivons à une petite phase de montée en gamme, parfois d'indulgence de nos chefs ou de correction fraternelle, dès lors, quand ce courage de commander est acquis, les choses sont dites sans détour, le mieux étant avec bienveillance, mais toujours dans un souci d'exigence pour que tous soient tournés vers le même objectif, la même volonté de réussite de la mission. On y reviendra, toujours. Et c'est alors que naît la confiance mutuelle, sans non-dit, avec un chef qui s'impose en commandant d'amitié et un subordonné qui obéira toujours de même. Alors, c'est bien la dernière vertu du chef qui me paraît essentielle, c'est d'avoir le souci des hommes et des femmes qui lui sont confiés. Il n'est de richesse que d'hommes, vous vous souvenez de Braudel, et in fine, comme disait Ardent Dupic qui est un de nos généraux de l'époque de la guerre de 70, 1870, l'homme reste l'instrument premier du combat. Napoléon, j'aime bien citer Napoléon parce qu'il a une vision assez incarnée du métier militaire. Il disait, un homme qui n'a pas de considération pour les besoins du soldat ne devrait jamais le commander. Dans la même veine, il disait d'ailleurs, le soldat combat parfois, marche souvent, mais mange tous les jours. Et c'est dans cet enchaînement de raisonnement que vous arrivez au besoin du chef d'être capable de s'intéresser à ses subordonnés, y compris dans leur façon de s'épanouir, de grandir et de vivre dans l'institution, qui leur permettra un jour de l'emmener au feu et de tirer le meilleur parti de lui-même. Or là, vous trouvez des tas de pratiques parmi notre milieu militaire. La popote, les lieux de convivialité, dirait-on, ce qu'on a vu tout à l'heure en arrivant, qui permet d'échanger, de se découvrir sous un autre aspect. Ça peut toujours paraître un peu trivial, mais au fond, ce n'est pas une plaisanterie. Si un chef ne s'occupe pas de son soldat, le soldat ne suivra pas le chef au sortir de la tranchée. Saint-Exupéry disait « Commander, c'est aimer les hommes, mais sans leur dire ». Je crois qu'en fait, tout est dit. J'aime beaucoup un des derniers entretiens que le général Lecointre, quand il était chef d'état-major des armées, qui est aujourd'hui grand chancelier de la Légion d'honneur. Il disait à des journalistes que le commandement dans les armées était bien loin de l'image d'Épinal que l'on pouvait se faire. Une autorité s'appuyant sur un rigorisme absolu ou la crainte du chef. En fait, il expliquait très simplement, le commandement, c'est l'acceptation de la dépendance mutuelle. Car au combat, la victoire dépendra des compétences de tous et non de celles du chef uniquement, qui ne pourra de toute façon jamais tout faire tout seul. Chacun, continuait-il, met sa vie dans les mains de l'autre au profit d'une cause collective. Tout cela repose sur la connaissance, la confiance mutuelle. Tout cela repose sur le temps qu'aura pris le chef pour faire grandir ses subordonnés dès le temps de paix. Ce que je décris pour les armées, pour ce fonctionnement qui permet de remplir une mission, est une chose que l'on vit dans chaque communauté humaine, qu'elle soit civile ou militaire, qu'elle soit laïque ou religieuse, quelle que soit son essence. C'est ainsi que fonctionne fondamentalement la nature humaine. Exemplarité, compétence, courage, souci de l'homme, tels me semblent les quatre vertus qui fondent en fait l'autorité du chef militaire et qui, vous en rendez bien compte, sont aisément transposables dans la société civile ou au sein de vos entreprises. Pour conclure, enfin, après avoir livré ces quelques pistes de réflexion, je me permettrai une dernière citation. La défense nationale n'est pas un champ que les armées ensemencent seules pour en livrer la moisson à d'autres. Ça, c'est De Gaulle. Les armées, avec leur singularité, sont l'émanation de la nation, qu'elles servent et ont à ce titre besoin de soutien de ces forces vives que vous êtes. J'espère vous avoir montré que les valeurs que les armées défendent, les principes qui nous animent, les vertus qui nous guident sont largement comparables
à celles que vous mettez en œuvre pour faire avancer vos communautés respectives d'hommes et de femmes. Quelques réflexions peut-être pour terminer qui peuvent servir à alimenter un débat. S'il nous reste encore quelques minutes, vous vous engagez au quotidien dans vos secteurs respectifs d'activité. Vous ajoutez un supplément d'âme à vos entreprises, vous menez des collaborateurs et tous vous fédérez une communauté qui travaille pour vous, qui travaille avec vous ou celle de vos clients. Votre seule présence ici démontre en fait l'attention que vous portez, ce souci de faire mieux, et moi je vous sais gré d'avoir ce type de comportement. Cette disposition d'esprit et de volonté vous dispose à œuvrer également pour le bien commun, le cas échéant en cas de crise, mais aussi dès maintenant. Dès maintenant, à mon sens, tâchez de connaître les armées et les sujets de défense. Ils peuvent vous inspirer. Si vous n'avez pas besoin des armées, sachez que les armées ont besoin d'entre vous, de chacun d'entre vous. Parce que, à mon sens, en France, on ne fera jamais la défense de la France sans les Français, et vous en faites partie. La résilience en temps de crise repose sur le souci du bien commun. Comment pourrais-je servir? Que produire? Alimentation, habillement, accroître la satisfaction de mes clients. La résilience de mon entreprise participera, à la fin, à la résilience de la nation tout entière. Merci de votre attention. Voilà, je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions ou susciter le débat. Gainsbourg n'en aurait pas dit mieux. Effectivement, je vous propose qu'on prenne quelques minutes avant de, si j'ose dire, de libérer le général. En tout cas, merci beaucoup pour votre propos. Peut-être des remarques ou des questions, même si j'ai conscience qu'il faudra que ça décompte. Peut-être une pour amorcer. Vous avez démarré votre propos de manière volontairement, non pas caricaturale, mais provoquant à l'endroit de l'officier qui donne des ordres à exécuter, point barre. Vous parliez tout à l'heure du général Lecointre, qui, lors d'une de ses allocutions, je crois dans le cadre de l'ESSEC, parlait justement de la discussion... Attendez, j'ai pris des notes, moi aussi. Reprenons plus tard, en parlant d'une conversation familière avec ces hommes, parlons effectivement de cet exercice qui consisterait à rédiger ce qu'il appelle des conceptions d'ordre, qui ensuite vont être effectivement débattues. Il disait effectivement que l'autorité consistait à organiser le débat, organiser la contradiction au sein des armées, et que finalement les ordres effectivement des officiers pouvaient être menés à la contradiction, et de cette contradiction amener l'ordre final. Dans nos entreprises où souvent effectivement il y a des échanges un peu, j'oserais pas dire anarchiques, mais peut-être moins descendants. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette organisation de la... Nous y sommes. Là, vous avez un maître de l'école de guerre. Il a enseigné pendant des années la tactique, l'art opératif et la stratégie à l'ensemble des générations d'officiers. Vous allez me dire, surprenant comme méthode, surprenant comme enseignement. Ce qu'il faut comprendre, le monde militaire est un monde qui génère pour l'ensemble de sa population un espace de liberté totale. Sa plus grande liberté est sans doute liée au fait de porter un uniforme et d'avoir une hiérarchie marquée. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de faux fuyant. On est tous dans la même tenue, on connaît nos grades, on connaît la méthode. Ceci donne une liberté de ton et d'expression absolue, mais indispensable. Vous ne montez pas à l'assaut simplement pour des principes généraux. Vous allez payer de votre personne, vous prenez des risques monstres, et si vous partez à la riflette, vous n'êtes pas sûr d'en rentrer. Donc lorsque vous exécutez un ordre, vous êtes heureux de savoir que cet ordre a été conçu, bien pensé, et que si vous êtes du bon niveau, vous avez participé à sa conception à votre niveau. Partant de là, le chef dit « Voilà quelle est la mission que j'ai reçue de mon chef. Voilà quelle est l'intention de mon chef. Et voilà quelles sont les lignes de coordination qu'il m'a données. Voilà la pression qu'il porte sur notre ennemi. Et voilà le délai qu'il nous donne.
Ça, c'est l'esprit de ce que dit le chef. Nous devons le réaliser sur tel terrain. Les officiers ou ces officiers avec lesquels vous vous exprimez étudient le terrain, étudient l'ennemi, se mettent à la place de l'ennemi pour savoir comment il manœuvre, participent à la réflexion et au regard de la mission qui leur est confiée, disent voilà sans doute la meilleure réponse à apporter. On organise, nous, une méthode de raisonnement tactique qui permet de répondre à cette question. La méthode de raisonnement tactique, elle est faite non pas pour que tout le monde raisonne de la même façon, mais que tout le monde puisse raisonner ensemble. Et que les choses puissent s'intégrer avec une certaine cohérence. Elle permet aussi aux personnes qui sont peut-être moins brillantes de s'intégrer dans le raisonnement de personnes qui sont plus brillantes. Bref, d'avoir une appréciation qui puisse être non pas collégiale, mais collective des choses. Et là, le chef a toujours une personne auquel il a délégué une partie de la conduite des opérations. Voilà, lorsque j'étais chef de corps, Olivier était chef opération. Et vous lui déléguez, en lui disant voilà quelle est la mission, voilà quelle est... Je doute sur tel point. Moi, mon intention est peut-être de partir là-bas. Est-ce qu'on pourrait travailler ce genre de choses? Et au regard de tout ce que je viens de décrire dans le travail des subordonnés, les subordonnés remontent et disent mon colonel, on a bien compris. Alors, c'est à tous les grades. Hein. Mon général, on a bien compris. Mon capitaine, on a bien compris. Mon lieutenant, on a bien compris. Pour autant, je verrais bien telle et telle chose. Et c'est là où s'anime le débat. Le débat est organisé. Il est organisé par un chef qui, à la fin, devra décider en ayant pesé tous les éléments. Et la meilleure façon de peser les éléments, c'est d'y inclure les personnes qui ont à conduire la manœuvre et ceux qui auront à l'exécuter. Voilà comment s'organise en fait ce débat. Et c'est à partir de là que se naît une certaine confiance et une certaine autonomie de fonctionnement. Pourquoi est-ce que je préfère le terme de mission au terme de tâche? Lorsque je donne un ordre, je donne d'abord un effet à obtenir sur un compartiment de terrain, face à un adversaire, dans une période donnée. Et cet effet à obtenir, je l'inclus dans une manœuvre plus large, en laquelle je dis voilà quelle est mon intention générale, c'est la raison pour laquelle toi tu vas appuyer, toi tu vas déborder, toi tu vas courir, toi tu vas détruire, etc. Pour que tout le monde comprenne cette manœuvre collective. En revanche, je dis à mon subordonné, décris-moi, choisis la manœuvre que tu feras dans ton compartiment de terrain au regard de la mission que je t'ai donnée, et si je doute, je lui dis n'oublie pas de venir me rendre compte, ou présente-moi telle manœuvre. Je voudrais savoir comment tu t'y prends pour assurer de la cohérence de l'ensemble du propos. Et c'est pour ça que je préfère cette méthode, qui est très française, qui, paraît-il, est un peu conceptuelle, qu'on appelle l'intention. Le chef donne son intention, un terme de mission, donne un cadre général à l'action, mais ne décrit pas les modalités d'exécution. Parce que les modalités d'exécution s'appellent des tâches. Et dans ces tâches, en fait, on ne dit pas à son subordonné « voilà quel est l'effet à obtenir ». C'est « voilà ce que tu vas faire dans les 3 prochaines heures ». Et au combat, il y a une deuxième chose qui, après la mission, est essentielle, c'est l'adaptation. Parce qu'en fait, jamais les choses ne se passent comme prévu. Je ne sais pas comment ça se passe avec vos clients, mais vous n'attendez pas toujours la même chose en face. Vous êtes parfois surpris en bien, coup de bol, en mal, et là vous repartez bredouille. Et au combat, c'est pareil, sauf que quand vous repartez bredouille, vous avez un paquet de gus qui ont été plombés avec vous. Donc plutôt qu'éviter ce genre de choses, vous avez formé un chef à un niveau subordonné qui conduira la manœuvre de son niveau avec son équipe. Le système hiérarchique est un système de délégation, c'est un système de confiance mutuelle et c'est un système de responsabilisation. C'est une erreur d'imaginer qu'en commandant tout depuis Paris, on saura ce qui se passe à Marseille parce qu'on a un système d'information qui permet de remonter l'information. Donnons les faits à obtenir. Si on a des doutes, on est parfaitement en droit d'inspecter. On est parfaitement en droit de commander un compte-rendu ou un reporting que l'on veut. Mais ne rentrons pas dans le détail de l'exécution. La méthode américaine est une méthode de tâche. Elle est héritée d'une chose très simple. En 1917, les Américains décident de rentrer au combat.
Ils ont comme expérience la guerre avec le Mexique et ils ont peu d'expérience de la manœuvre des grandes troupes. Donc ils créent des carnets dans lesquels ils donnent à leurs subordonnés des tâches à remplir. Pour s'emparer d'un point, il faudra. Et il y a une liste de tâches. C'est la méthode qu'on retrouve dans l'OTAN. C'est une méthode qu'on retrouve dans l'armée britannique. On pourrait la qualifier d'anglo-saxonne, c'est sans doute un peu excessif. Mais en fait, dans l'esprit qui est peut-être un peu latin, en tout cas qui est très français, où le subordonné aime bien avoir son espace de manœuvre pour pouvoir s'y épanouir pleinement et grandir d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est attentif, au-delà de la mission, à définir en fait ce que l'on veut comme effet à obtenir pour qu'il puisse être réalisé. Merci, mon général. Si jamais il y a une question, parce que vous avez pu décompter, Elisabeth, et puis ensuite... Non, pour les personnes qui sont à distance. Merci. C'est juste un questionnement, quelque chose que vous m'avez interpellé, en fait. Donc, parce qu'en entreprise, on parle beaucoup des valeurs. Et je pense qu'on est nombreux à parler de valeurs, à réfléchir sur quelles valeurs il faut qu'on mette en avant, le choix des valeurs. Mais en fait, on ne parle pas beaucoup des vertus. En fait, on ne parle pas des vertus. Et si je comprends bien, parce que je me suis interrogée en vous écoutant, la différence entre valeur et vertu, je me dis que vertu, c'est une invitation à un travail personnel sur soi, si je comprends bien. Et la valeur est plutôt quelque chose à partager, fédérateur. Bon, voilà, juste peut-être me préciser. Voilà, je suis en pleine réflexion. Voilà, merci. Moi, je trouve que c'est pas mal ce que vous dites. J'achète. J'ai compris comme vous. Pardon, je l'ai beaucoup moins bien expliqué. Mais en fait, vous avez des valeurs qui sont génériques et qui correspondent à ce qui nous semble essentiel pour assurer collectivement l'action. Et vous avez des vertus qui se travaillent individuellement, personnellement, et qui fondent l'éducation et la formation des gens que nous employons. Merci, mon général. C'est avec beaucoup de regrets que du coup, nous allons devoir nous quitter juste pour pouvoir tenir le timing qui nous suit. Mais en tout cas, voilà, vraiment un immense merci à tous deux pour ce témoignage. Moi, j'ai une petite chose pour vous parce que j'ai un message, vous l'avez compris. De ma grand-mère. Votre grand-mère aurait dit « On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait ». Et dans ceci, il y a une chose que je sais. Il n'est de richesse que d'hommes. Il n'est de richesse que de gens qui acceptent de travailler ensemble. Il n'est de richesse que de personnes qui acceptent de défendre une cause qui les dépasse. La grandeur d'un pays, c'est d'être capable de continuer à entretenir cet état d'esprit dans sa propre population, quels qu'en soient les moments de l'histoire. Voilà, merci de contribuer à ceci, parce que je pense que c'est ce qui fonde en fait toute cette action. Alors je ne sais pas si c'est le client, la pépite, le pépin, tout ce que vous voulez. En tout cas, je sais une chose, c'est que plus vous vous intéressez à la façon dont la France doit vivre de manière apaisée, s'épanouir économiquement, socialement, humainement, vous travaillez pour le bien commun et je vous en sais gré. Et vu que vous avez... Pardon. Et vu que je crois que les... Un truc de l'inspection générale, il n'y en a jamais eu à la marque. Merci beaucoup, mon général. À certaines occasions et remercier